Bonjour à toutes et tous, on va pouvoir commencer. Les retardataires nous rejoindront en cours de discussion. Vous dire quelques mots, je suis Robin Troutot, je travaille pour le collectif de lutte contre la dénutrition et je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire focus sur la pédiatrie, les enjeux autour de la pédiatrie et de la dénutrition. Je suis avec Arnaud Deluca, qui est médecin et spécialiste de pédiatrie au CHU de Tours. Bonjour. Simplement pour vous dire que l'ensemble des webinaires de la Semaine nationale 2024 seront hébergés, mis en ligne sur l'Académie de la lutte contre la dénutrition, qui est la plateforme de ressources du collectif, euh, elle-même qui est hébergée sur le site lutte contre la dénutrition.fr. Voilà. Donc, le temps que nous puissions mettre en ligne les webinaires, ils seront disponibles. Vous pourrez les revoir, les diffuser en allant sur notre site internet lutte contre la dénutrition.fr. On vous remercie en tout cas pour l'engouement autour de ce programme de webinaire que nous avons voulu le plus large possible durant cette semaine nationale de prévention. Et puis, on vous remercie aussi pour toutes les actions, les milliers d'actions que vous entreprenez du 12 au 19 novembre cette année. On est très fiers eh bien voilà, énormément de professionnels puissent partager ce combat contre une maladie qui eh bien, touche plus de 2 millions de personnes en France, de l'enfant à la personne âgée en perte d'autonomie. Et donc voilà, ce qui nous intéresse entre 13 heures et 14 heures aujourd'hui, c'est la pédiatrie et les enjeux autour de la dénutrition qui touchent l'enfant. Simplement aussi pour vous dire que vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez via le module dédié Q&R, questions et réponses, que vous avez au centre en bas de votre écran, ou via le chat qui est activé et que vous pourrez utiliser. Voilà, sans plus attendre, je cède la parole à Arnaud Deluca. Merci à vous. Merci Robin. Merci de vous être connecté pour cette session autour de la dénutrition de l'enfant, hein, thématique assez nouvelle au sein du collectif, puisque jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'actions autour de l'adulte et de la personne âgée. Mais heureusement, les enfants ne sont pas oubliés. Et d'ailleurs, enfin, c'est vraiment très important, vous allez le voir, d'agir sur cette population-là également. Donc, je vais partager mon diaporama. Voilà. Alors, très rapidement, parce qu'il faut bien recadrer les choses, il faut bien définir la dénutrition et avec les recommandations de l'HS 2019, cette définition a été un petit peu revue, c'est-à-dire qu'on garde la notion d'organisme en déséquilibre nutritionnel, c'est-à-dire à la fois soit un défaut d'apport, soit une augmentation des dépenses, en tout cas un bilan énergétique et ou protéique qui est négatif. Donc à ça est associé avec ces nouvelles recommandations la dimension d'effets délétères sur les tissus, à la fois en termes de composition corporelle et ou en termes de fonction musculaire, enfin de fonction de la vie de tous les jours. Et puis il y a aussi cette dimension d'aggravation du pronostic des maladies n'est pas négligeable. Alors vous voyez le AE que vous avez en haut, ça veut dire accord d'expert, c'est-à-dire que le niveau de solidité de ces recommandations, un appui sur la littérature, n'est pas majeur, mais c'est quand même quelque chose de toute évidence qui n'est pas discutable. On va parler un petit peu d'épidémiologie pour balayer les choses et voir à qui on s'adresse et vers quelle population spécifique pédiatrique on peut un peu plus se focaliser. Alors, comme l'a dit Robin, on estime à 2 millions de personnes en France le nombre de dénutris. Et chez l'enfant, on a surtout des chiffres qui correspondent à la population d'enfants hospitalisés. Et on a, selon les études, et puis on va voir après le détail, il faut retenir qu'un enfant sur 10 hospitalisé est dénutri, ou en tout cas un index nutritionnel bas qui fait évoquer une dénutrition. Donc ça veut dire que certes, c'est moins fréquent que chez l'adulte, mais ça reste quand même considérable et il y a des actions qu'on peut développer pour limiter la problématique de la dénutrition et donc les complications qu'elle peut engendrer. La seule vraie grande étude de population générale
euh, est celle que je vous montre là, c'est-à-dire l'étude nationale nutrition santé, qui date déjà de 2006 et pour laquelle on peut avoir donc, quelques chiffres d'indice de masse corporelle selon l'âge. Et la colonne qui nous intéresse, c'est la colonne blanche, c'est-à-dire chez les garçons, ici, celle-ci et celle-ci. Et puis chez la fille, les mêmes. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les index bas, on le retrouve chez 10% des enfants de 3 à 10 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas d'information sur les enfants plus petits. Ensuite, entre 11 et 14 ans, on est à peu près à 8,4 chez les garçons et 6,9 entre 15 et 17 ans. Et les chiffres chez la fille sont un petit peu différents. Le 15-17 ans, 10,9. C'est difficile, c'est un peu difficile à expliquer. Et le 4,1 entre 11 et 14 ans est également un petit peu délicat. Alors peut-être qu'ici, on a toute la pathologie psychiatrique type anorexie mentale. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, le garçon est un petit peu plus touché, ce qu'on retrouve régulièrement en termes de pathologie. Donc voilà les études de prévalence, alors synthétisées. Euh, En fait, la première chose à regarder, c'est sur quel index on se base. C'est-à-dire qu'il y a des études qui se basent sur le Z-score de l'indice de masse corporelle inférieur à moins de 2 écarts type. Il y en a d'autres qui se basent sur le Z-score du enfin, de l'index de Waterloo, pardon, soit en écart type, soit en pourcentage. Et puis, tout en haut, vous avez une étude que nous avions menée, ou plus exactement une réanalyse de nos données à la lumière des nouvelles recommandations HAS. Et donc, selon la population, on a des chiffres un petit peu différents. Vous retrouvez à peu près le 10% dont je vous parlais, sauf ici où on a un 19% dans l'étude de Frédéric Vallat, mais ça a intéressé les patients de réanimation. Donc, forcément, des situations les plus sévères, donc avec une dénutrition forcément plus fréquente. Et puis, il y a ce 30% quasiment avec la définition de la haute autorité de santé. Et ça, c'est vraiment une mécanique de seuil, c'est-à-dire que ben, c'est la même population que l'étude en dessous, où on a 10% hein, sur 13 000 patients. Et vous avez ici sur la moitié de la population pour laquelle on avait aussi les données étiologiques, hein, parce qu'on va revoir après, mais il faut le critère phénotypique et étiologique. Là, on tombe à 30%. Et donc ça, c'est tout simplement en lien avec la différence de définition des seuils chez l'enfant. Auparavant, on se basait sur l'indice de masse corporelle au troisième percentile, alors que désormais, l'index seuil, c'est l'IOTF 18,5 que vous avez ici en pointillé pour définir la dénutrition modérée, et l'IMC à IOTF 17, c'est-à-dire la projection donc, d'un IMC à 17 à 18 ans, selon la population pédiatrique. Et donc, en pratique, l'index donc, est forcément plus bas et définit la dénutrition sévère. Euh, à noter, par exemple, qu'un IMC à 13 à 7 ans est quelque chose qu'on peut envisager puisqu'il est au-dessus du seuil de l'IOTF 17. Et donc, c'est pas forcément très problématique. Très problématique pourquoi? Parce que quand on regarde les anciennes courbes et les nouvelles courbes, alors là j'ai essayé de faire une superposition, j'espère qu'on voit bien. Donc j'ai mis en transparence les anciennes courbes et les nouvelles courbes pour vous montrer que ben, quand on regarde la dénutrition, quand on regarde en noir l'IOTF 17 et en rose ici on le devine le troisième percentile de l'IMC, c'est quasiment superposable. Donc en d'autres termes, on définit actuellement la dénutrition à un IOTF 18,5 alors qu'auparavant on la définissait sur un seuil qui est quasiment équivalent à celui de l'IOTF 17. Et donc c'est ça qui explique qu'on se retrouve avec presque 30% dans la réanalyse que je vous ai montrée tout à l'heure. Et pour autant, il faut vraiment en faire l'analyse complète, puisque vous savez que l'index tout seul ne suffit pas pour faire le diagnostic de la dénutrition. Un peu plus spécifique, vous devez savoir qu'il existe des courbes spécifiques selon les pathologies. Ici, vous avez l'exemple de courbes pour les infirmités motrices d'origine cérébrale, à gauche pour le poids, au milieu pour la taille et à droite pour l'IMC. Ce sont des courbes qui existent même au niveau, enfin qui varient en fonction du niveau de handicap, de 1 à 5 dans la classification GMFCS. Donc on peut avoir comme ça des courbes spécifiques selon les pathologies. Il en existe aussi pour la trisomie 21, pour les myopathies, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous aider dans des pathologies où on sait que la croissance est altérée et que
on veut se référer non pas à la population générale, mais plutôt à la population spécifique de la maladie, donc pour avoir la croissance moyenne pour ces enfants qui ont cette pathologie en particulier. Quand il n'y a pas de courbe disponible pour les pathologies, ben, ce qui va être le plus important, c'est pas forcément de se référer, encore une fois, aux courbes normales, mais plutôt de voir la cinétique de croissance, donc l'allure de la courbe. Est-ce que l'enfant grandit et grossit régulièrement, ou est-ce qu'on observe une stagnation, une perte qui là va être plus le signe d'une dénutrition. Et donc, le fait que la courbe de l'enfant soit en dessous des courbes n'est pas forcément un élément d'alarme si la croissance est régulière dans ces pathologies où il y a une atteinte de la croissance saturopondérale. On s'était amusé dans nos études précédentes, et je vais vous présenter après pour certaines personnes qui ont été familières à ça et ont même certainement participé à ces études EPINUT, donc de dépistage de la dénutrition chez l'enfant. On avait regardé un petit peu l'âge auquel pouvait intervenir la dénutrition. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans les enfants hospitalisés, la moitié des enfants avaient moins de 2 ans. Donc ça veut dire que les moins de 2 ans sont particulièrement sensibles à la dénutrition, d'une part parce que c'est un moment où la croissance est rapide, et puis d'autre part, c'est un moment où certaines pathologies chroniques se déclarent ou commencent à s'intensifier et donc peuvent retentir sur la croissance. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que les enfants de moins de 2 ans sont très sensibles à la dénutrition. C'est une population particulière qu'il faut absolument regarder. Quand on regarde les pathologies concernées par la dénutrition en fréquence, eh bien, déjà, on peut regarder que les pathologies chroniques sont les plus pourvoyeuses, hein, de l'ordre de 60%. Et quand on regarde spécifiquement appareil par appareil, les pathologies hépato-gastro-entérologiques, les pathologies cardiaques, neurologiques et handicap sont les plus pourvoyeuses. Vous avez aussi la pédopsychiatrie ici, qui est logiquement haute en lien avec l'anorexie mentale. Mais donc il faut retenir que ces grands groupes de pathologies sont les plus pourvoyeuses. L'oncologie n'est pas très loin, hein, comme vous le voyez. Les pathologies infectieuses sont derrière. Il faut avoir comme notion aussi que avant de traiter, il faut diagnostiquer la dénutrition. Et vous avez vu que la dénutrition, c'est un enfant sur 10, donc 10 à 15%. Mais quand on regarde, et ce qu'on a fait ici au CHU de Tours, le codage des séjours chez l'enfant, quand on regarde le codage de la dénutrition, vous avez en bas le pourcentage de code. Et là, on tombe à 2%. Donc ça veut dire qu'il y a clairement un sous-diagnostic de la dénutrition, sous-déclaration, donc sous-traitement de l'aide à nutrition. Donc, il y a vraiment un travail à faire, à poursuivre plus exactement, à mieux repérer la dénutrition pour ensuite la prendre en charge et éviter ses conséquences. Ce qui nous amène à parler de dépistage. Et donc, dans les recommandations de 2019, il est recommandé, donc, sur un accord d'experts, de dépister la dénutrition systématiquement à chaque consultation, donc en libéral ou à l'hôpital. Dès qu'on voit un enfant, il est indispensable, et tout pédiatre fait ça régulièrement, de pouvoir évaluer la croissance en poids et en taille et en corpulence. Parce que parfois, on peut être pris en défaut sur les courbes poids et taille, et les choses peuvent être plus démonstratives sur la corpulence au-delà du chiffre d'IMC, parce qu'on peut avoir un IMC normal tout en étant en baisse de corpulence significative. Et donc tout ça, bah, faut le reporter, comme on vient de dire, sur les courbes de croissance. Donc dans le carnet de santé, évidemment, qui reste le document médical de l'enfant le plus précieux, mais aussi dans le dossier médical personnalisé, dans tous les comptes rendus, etc. Pour que l'information puisse passer. Alors, pendant 10 ans, on a mené des enquêtes sur la dénutrition de l'enfant à l'hôpital avec le professeur Régis Sankar. Et on est parti donc d'une très petite population sur 3 centres pour atteindre jusqu'à 75 centres participants et avec un cumul finalement de centres cumulés de 500 et 16 000 patients dans notre base de données exploitable. Donc c'est quand même assez considérable. Tous les ans, il y avait ces enquêtes de promotion de l'évaluation de l'état nutritionnel qu'on a essayé de mener avec des modifications, des variantes en termes de type de focus. Donc on est parti d'une étude nationale puis internationale parce qu'on s'est tourné aussi vers les pays francophones. On a regardé plus précisément le handicap et le périmètre brachial, les enfants de moins de 1 an, c'est pour ça que j'ai pu vous sortir la diapo précédente.
les patients de chirurgie, l'évolution de l'hospitalisation, l'antériorité, c'est-à-dire une notion de perte de poids antérieure à l'hospitalisation, les patients de cardiologie, et puis une dernière enquête qui a essayé de mettre les parents au cœur de la prise en charge avec un recueil de données post-hospitalisation à faire par les parents de façon à voir si l'enfant avait récupéré sur le poids perdu pendant l'hospitalisation. Et je ne vous montre pas de diapo, mais c'était effectivement le cas, c'est-à-dire qu'on retrouvait le poids antérieur chez ces patients-là. Le réseau Epinut, c'est encore, mais depuis 2020, on a arrêté les enquêtes. En tout cas, il y a 127 centres, dont 27 à l'étranger, dans 9 pays différents. Donc, vous avez la Belgique, l'Algérie, la Tunisie, le Gabon, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire. On avait aussi des liens avec la Colombie. Vous avez la Guyane française, la Guadeloupe et puis le Canada. Voilà, et là-bas, et à gauche, là, c'est Tahiti. Donc, tout ça, et la Réunion aussi, de l'autre côté, j'allais l'oublier. Donc, tout ça, ça donne un panel, vraiment un reflet de l'état nutritionnel des enfants hospitalisés. Et donc, c'est grâce à ça que je peux vous présenter tous ces chiffres aujourd'hui. On a un outil qui permettait le recueil des données, qui permettait aussi l'évaluation de l'état nutritionnel. Et cet outil avait recueilli le label de la SFNCM, donc enseignement SFNEP, en tant qu'outil éducationnel pour le diagnostic de la dénutrition chez l'enfant. Alors, on a dit tout à l'heure que le diagnostic de la nutrition était sous-évalué. On vient de voir les enquêtes de dépistage. Maintenant, il y a aussi des freins dont on connaît assez bien, qu'on a du mal à dépasser, des freins au dépistage systématique. En premier lieu, c'est l'approche suggestive, c'est-à-dire que finalement, on se contente de voir visuellement l'enfant et on oublie de reporter ça sur les courbes. Autant, je vous ai dit tout à l'heure, à 7 ans, un IMC à 13, c'est pas forcément anormal. Autant, dans d'autres situations, ben, on peut se laisser avoir avec une corpulose qui nous paraîtrait normale, alors qu'elle ne l'est pas. Donc évidemment, mesurer le poids et la taille, c'est indispensable. En pédiatrie, le poids est très bien renseigné. Dans 80, plus de 90% des cas, la taille, elle est beaucoup moins. C'est entre 50 et 70% des cas dans les études, donc ce qui empêche évidemment de calculer l'indice de masse corporelle. Il y a aussi l'interprétation des courbes avant 2 ans, puisque vous avez vu que les courbes de corpulence varient beaucoup à cet âge-là, et donc c'est difficile d'interpréter les résultats. Et il faut reconnaître qu'on a des progrès à faire en termes de formation dans les études médicales et paramédicales, que les clans dans les établissements font des formations, notamment pour les paramédicaux, pour inciter, sensibiliser à la prise des mesures, ce qui n'est pas forcément malheureusement bien observé en pratique, ce qui nécessite de progresser. Euh, il y a un autre élément aussi, c'est que vous savez qu'il y a des critères de qualité des dossiers médicaux et que l'état nutritionnel n'en fait pas partie, donc ça n'incite pas à l'avoir systématiquement dans les dossiers. Et puis, il y a aussi des contraintes extérieures, donc beaucoup de manque de temps médical et paramédical, ce qui veut dire que peut-être que le poids et la taille ou l'évaluation nutritionnelle n'est pas au premier plan dans une situation aiguë où, par exemple, on va traiter par antibiotique une infection et puis on n'a pas trop le temps de faire le reste. Et en pédiatrie, vous savez aussi que la durée moyenne de séjour est très courte et donc forcément, ça limite un petit peu la disponibilité des personnes vis-à-vis du patient. On va aborder maintenant la démarche diagnostique. Alors la première chose, c'est que le poids, c'est assez simple. C'est si tant est que, par exemple, l'enfant ne soit pas immobilisé avec un plâtre ou ce qui rend difficile les choses. Mais en tout cas, le poids est pas forcément très problématique. La taille peut l'être un peu plus, soit parce qu'on ne peut pas mettre les patients debout quand ils ont plus de 2 ans, soit parce qu'il y a des difficultés à faire la mesure globale, parce qu'il y a des rétractions, parce qu'il y a une immobilisation, etc. Donc à ce moment-là, on utilise la distance talon-genou. Vous avez le schéma à droite, là, donc on prend un somatomètre de bébé et on mesure
donc sous le talon et au-dessus du genou, la longueur, là, donc cette distance talon-genou à 90 degrés enfin, avec une position à 90 degrés pour la cheville et le genou. Et ensuite, on multiplie ça par la formule que vous avez à l'écran, ce qui permet d'estimer la taille sans trop se tromper et de façon à pouvoir calculer l'indice de masse corporelle et l'index de Waterloo. Euh, donc, peut-être qu'on ne va pas beaucoup s'étendre sur cette diapo-là du diagnostic de la dénutrition. Je pense que tout le monde est au fait de tout ça. Donc, sur les recommandations de 2019, là aussi sous forme d'accord d'experts, il a été bien établi que la dénutrition euh, euh, conjointement à la définition chez l'adulte et chez la personne âgée, devait comprendre un critère phénotypique comprenant la perte de poids, donc soit 5% en un mois, soit 10% en 6 mois, soit 10% par rapport au poids habituel. Un IMC avec un seuil abaissé, donc sous l'IOTF 18,5. La notion spécifique à la pédiatrie, c'est la stagnation pondérale avec un poids de couloir en dessous du couloir habituel. Et puis, une dimension beaucoup plus difficile à évaluer chez l'enfant en l'absence de normes, mais la réduction de la masse musculaire et ou de la fonction musculaire. À droite, vous avez le complément, donc l'autre paramètre à recueillir, qui est le critère étiologique. Donc en pratique, c'est soit manger moins, donc plus de 50% de réduction d'alimentation pendant plus d'une semaine, ou réduction moindre mais plus prolongée. Une absorption réduite en lien avec des problèmes digestifs, maldigestion, malabsorption, ou une situation d'agression sous forme d'hypercatabolisme, soit pathologie aiguë, soit pathologie maligne, soit pathologie chronique. Et donc l'association d'un des deux critères à gauche et d'un des critères à gauche et d'un des critères à droite sous le point étiologique donne le diagnostic de la dénutrition. Ensuite, quand on a fait le diagnostic, on va pouvoir caractériser la dénutrition entre dénutrition modérée ou sévère. Là aussi, un seul critère suffit. Et lorsqu'on est en dessous de l'IOTF 17, eh bien, c'est un critère de dénutrition sévère. Lorsque la perte de poids est plus importante, c'est-à-dire supérieure à 10% en un mois et 15% en 6 mois, c'est un autre critère. Lorsque la stagnation est au-delà de 3 couloirs, là aussi, c'est un critère. Et puis, lorsqu'il y a un impact sur la croissance staturale, qui est communément admis comme un critère de dénutrition chronique, là aussi, ça fait partie de la dénutrition sévère. Et vous voyez que, contrairement à l'adulte et conformément à ce qui existait déjà auparavant, il n'y a pas besoin d'avoir l'albumine ou tout autre paramètre biologique pour faire le diagnostic de la dénutrition ou de la sévérité. On a un petit peu parlé juste avant. Quand on va être dénutri, ben, on va moins prendre de poids, ça tout le monde y pense. Donc soit on stagne, c'est-à-dire qu'on ne prend plus, ou on perd du poids. Et cette stagnation pondérale, ce manque d'énergie, va finir par retentir sur la croissance staturale. Et donc, on peut observer des courbes de croissance comme celle que vous avez à droite, où environ 2-3 mois après l'éloignement des courbes en termes de poids, ben, on voit que la taille change de couloir également. Et donc ça veut dire que c'est un retentissement chronique de la dénutrition. Ici, on a un couloir d'écart pour cette différence de stature. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que lorsqu'on renourrit, la croissance repart, sauf si ben, malheureusement la puberté est passée par là et que la croissance est terminée. Mais en tout cas, il y a un rattrapage de cette croissance lorsque l'état nutritionnel est amélioré. Il faut qu'on parle aussi un petit peu de l'index de Waterloo, qui n'est pas dans les recommandations, mais qui est un outil très fréquemment utilisé en pédiatrie. Euh, Vous devez savoir que en fait, on compare le poids de l'enfant au poids attendu pour sa taille. Et par exemple, dans la courbe de gauche que vous voyez, un enfant de 115 cm, ici vous avez le point, va peser en moyenne 20 kg. Et donc, cet enfant qui fait 115 cm, qui en réalité fait 15 kg, eh bien, on va diviser son poids par le poids attendu pour sa taille, qui est donc de 20 kg, et ça nous amène à un pourcentage qui, lorsqu'il est en dessous de 80%, signe une dénutrition avérée, et donc ça permet d'évaluer les choses.
Maintenant, une évaluation sous forme de déviation standard est certainement un peu plus pertinente et vous avez à droite un outil développé par le professeur Ankar sous forme de roulette il y a une roulette d'IMC, je vous montre ici la roulette du poids tendu pour la taille. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de l'âge pour déterminer l'index de Waterloo. Donc on se cale directement sur la taille qui nous intéresse. Donc là, par exemple, un enfant qui fait entre 77 et 80 cm. On voit que son poids attendu pour la taille, lorsque c'est une fille, c'est 10,5. Lorsque c'est un garçon, c'est 10,7. Et vous avez le seuil de moins de déviation standard de cet index de Waterloo. Donc ça nous donne comme ça le seuil des moins de DS pour nous aider dans l'évaluation nutritionnelle. On a parlé de diagnostic, il faut qu'on parle aussi un peu de risque nutritionnel. Ces risques, donc c'est le risque finalement de se dénutrir en fonction de la situation. Il existe des scores pour l'évaluer. Ils sont assez peu utilisés parce que assez chronophages. Et donc, ce qui veut dire que on a déjà du mal à avoir un poids et une taille, donc c'est difficile d'espérer avoir vraiment une évaluation complète, y compris le risque nutritionnel. Mais déjà, si on identifie certains paramètres qui vont faire que le patient est à risque, c'est-à-dire son état nutritionnel de départ, ce qu'il mange, la pathologie pour laquelle il est hospitalisé, est-ce qu'il y a la présence de douleur, parce que quand on a mal, eh bien, on mange pas beaucoup. Et puis, certains critères biologiques selon les scores d'évaluation, mais qui sont peut-être un petit peu moins pertinents dans le screening sans ce type de score. Et là, je vous ai cité quelques exemples. Il y a le StrongKids qui existe, le STAMP, le NRS qui est un outil français et qui peuvent être utilisés, mais encore une fois, qui nécessitent pas mal de temps, donc difficile à mettre en œuvre en pratique. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est les situations qui vont faire qu'une dénutrition peut s'aggraver au cours de l'hospitalisation. Et là, il y a différents aspects. Il y a trois aspects en pratique. En premier lieu, c'est la maladie elle-même. Donc, sans rentrer dans le type de pathologie, c'est la gravité de la maladie. Plus la maladie est grave, plus on risque de se dénutrir en cours d'hospitalisation. Quand les apports alimentaires sont difficiles, soit parce qu'il y a des vomissements, soit parce que l'appétit n'est pas présent, ou pour d'autres raisons, et bien là aussi, ça va être un risque de se dénutrir au cours de l'hospitalisation. Et on vient de parler de la douleur, elle est évidemment présente là aussi. Et puis, il y a le reste. Donc, il y a l'environnement et les repas. Parce que l'environnement est forcément différent, puisque l'enfant se trouve à l'hôpital et pas à la maison. Ça perturbe forcément les habitudes. Les enfants sont euh, pas en permanence avec leurs parents, parce que c'est pas toujours possible. C'est peut-être des soignants qui donnent à manger, ou c'est des soignants qui sont en contact, ce qui peut inquiéter l'enfant et limiter les prises alimentaires. Donc ça, c'est un autre élément. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire en tant que professionnel de santé et qui peut jouer là-dessus. Et notamment le jeûne sur différentes décisions, qu'elles soient médicales ou des organisations de services, qui vont faire que l'enfant ne peut ne pas avoir à manger. Donc, il peut y avoir la perfusion qui peut gêner l'alimentation orale. Et puis, il y a les mises à jeun récurrentes pour diverses raisons qui vont faire que l'enfant ne va pas manger, notamment quand il va passer au bloc, parce qu'il a un examen complémentaire pour lequel il faut être à jeun, parce qu'il y a des soins répétés pour lesquels on préfère qu'il ne mange pas parce qu'il y aurait des risques de mauvaise tolérance, de vomissement ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte aussi dans l'organisation. Et puis, il y a enfin le délai de prescription médicale. Donc, on peut manquer de réactivité parfois pour diverses raisons. Et donc, ça peut jouer contre le maintien de l'état nutritionnel. Je pense que vous connaissez déjà pas mal les conséquences de la dénutrition. Donc, le regard critique, c'est le problème de perte de masse musculaire qui entraîne une perte de fonction. Vous savez que ça augmente la morbimortalité, donc il y a plus de risques d'infection nosocomiale, une baisse de l'immunité, une mauvaise cicatrisation, et puis dans certaines situations, une perte de chance. C'est-à-dire qu'il y a certains traitements qui vont être moins bien tolérés quand on est dénutri, donc on n'aura peut-être pas le traitement optimal, et là je pense par exemple aux chimiothérapies. Si on est dénutri, peut-être qu'on n'aura pas le programme tel que prévu, qu'il faut repousser, et donc c'est une perte de chance. Et puis, il y a une dimension de coût aussi. On sait très bien que quand on est dénutri, on reste plus longtemps à l'hôpital. Donc, ça veut dire augmenter le coût de santé également. Et dans une étude hollandaise, ils avaient calculé le coût de tout ça. Donc, ils trouvaient que le coût de séjour avec leur barème augmentait de 40% lorsqu'on était dénutri.
ce qui représentait un budget de 80 millions d'euros par an, donc dans la situation de la Hollande, hein, qui est moins peuplée que la France, dont 50 millions sur la dénutrition aiguë. Et ça, ils avaient estimé que c'était une conséquence, une majoration importante des coûts de santé de l'ordre de 5%, ce qui est vraiment très, très important. Et puis, il ne faut pas oublier les conséquences à long terme. Donc, en premier lieu, on a vu l'impact de la croissance, mais cet impact, il peut être prolongé, voire définitif. Donc, on peut avoir une petite taille définitive à cause du problème de croissance, des problèmes d'infection récurrentes, de problèmes de cicatrisation, comme on l'a vu. Et puis, il y a un impact sur les capacités intellectuelles. On est plus fatigué, donc on développe moins les capacités intellectuelles. C'est des personnes qui vont avoir un niveau d'études moins important et un niveau socio-économique plus bas et une plus mauvaise insertion sociale. Ça, c'est bien établi dans les pays en voie de développement, un peu moins dans nos pays, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est réversible au moins partiellement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on récupère un état nutritionnel plus adapté, eh bien, on aura une récupération des capacités intellectuelles. Et puis, il y a d'autres conséquences à long terme. Chez la femme, chez la jeune fille, il y a l'aménorrhée, il y a l'ostéoporose, puisque c'est une période à l'adolescence où on intègre son capital calcique dans les os, et après 20-25 ans, ce capital osseux ne fait que décliner. Donc plus on atteint un pic élevé, mieux c'est, et donc d'avoir une dénutrition, on va altérer ce pic. Et puis il y a aussi les éléments dépressifs qui peuvent être une conséquence de la dénutrition également. Pour aller très vite sur la démarche thérapeutique, parce que ce n'était pas l'objet de la présentation, vous avez ici l'arbre décisionnel de la SFNCM qui peut tout à fait s'appliquer à l'enfant euh, en fonction de l'état nutritionnel de départ, des capacités à manger et de la maladie. On va s'orienter soit vers une supplémentation orale, donc enrichissement alimentaire, complémentation orale, soit vers une nutrition entérale en fonction donc, de si la dénutrition est sévère et si les ingestats ne sont pas suffisants. Donc, peut-être que ce n'est pas la peine d'aller plus loin sur cet aspect-là, sachant que cet algorithme est disponible sur le site de la SFNCM. Et juste un tout petit mot des conseils diététiques. Donc, il y a le fractionnement alimentaire, c'est-à-dire l'introduction de collations. Donc, manger plus souvent pour détourner la problématique des faibles quantités ingérées. On enrichit l'alimentation en matière grasse, principalement l'huile isocate, mais aussi la crème fraîche, le fromage râpé, les crèmes dessert. Donc, pas mal de choses sont disponibles. La dextrine-maltose, qui malheureusement n'est plus remboursée, permet d'avoir des apports en glucides sans apporter de goût sucré. Et puis chez les petits enfants, on a aussi la possibilité de concentrer plus le lait infantile de façon à majorer les calories sans augmenter le volume. On a les compléments nutritionnels oraux, dont certains sont maintenant remboursés, donc ça peut être une option qu'on peut utiliser. Et puis bien sûr, il faut forcément se calquer au goût de l'enfant, aux textures qui lui sont adaptées, est-ce qu'il y a besoin d'aide également et envisager également d'avoir un environnement du repas qui soit favorable, c'est-à-dire de favoriser la convivialité, la sérénité au cours du repas pour que les prises alimentaires soient les meilleures possibles. Vous avez ici les objectifs caloriques. Donc, on se base sur le poids attendu pour la taille. Vous avez vu tout à l'heure comment faire quand on a regardé l'index de Waterloo. Et en fonction de ce poids-là, eh bien, on va calculer la cible des ingestats. Et de façon très simple, selon la formule de Holiday, on va avoir ce tableau qui permet de cibler très rapidement. Donc, de 0 à 10 kg, c'est 100 kilocalories par kilo. Donc, un enfant de 10 kg aura besoin de 1000 calories. Entre 10 et 20 kilos, c'est 50 calories par kilo. Et à plus de 20 kilos, on rajoute 20 calories par kilo. Ce qui fait, comme est cité l'exemple dessous, un enfant de 21 kilos aura pour cible 1520 calories par jour. Ce qu'on va minorer dans les situations de handicap à environ 80% de ce chiffre-là et bien sûr à réadapter en fonction de l'évolution. Et puis un dernier point, c'est que on ne peut faire du muscle que si on fait de l'activité. Donc non seulement il faut renourrir, mais il faut aussi bouger. Dans certaines situations chez l'enfant, c'est pas toujours facile. Donc il faut vraiment avoir cet œil-là de façon à ce que la prise de poids soit pas essentiellement sur une prise de masse graisseuse, mais bien une prise de masse musculaire, ce qui est l'objectif. Pour conclure, vous avez vu que la dénutrition chez l'enfant touche un enfant sur 10, plus particulièrement les nourrissons, plus particulièrement dans les situations de maladies chroniques et en gastroentérologie, dans le handicap, en cardiologie,
que la dénutrition mérite d'être mieux diagnostiquée à l'hôpital, que c'est pour ça il faut faire un dépistage systématique et je vous engage à entamer une réflexion autour de l'organisation, si c'est déjà fait, pour dépister systématiquement la dénutrition chez l'enfant et repérer en premier lieu les freins de façon à les lever. Et puis après, bien sûr, en termes de traitement, c'est la situation qui dicte la conduite à tenir. Voilà, je termine par cette phrase très importante diffusée par le collectif contre la dénutrition. Et donc, nourrir, ce n'est pas de la table. Arnaud Deluca, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes médecin spécialiste de pédiatrie, enfin, pédiatre, au Oui. CHU de Tours et membre du collectif. Bien, mesdames et messieurs, c'est le moment pour poser vos questions. Arnaud Deluca est disponible pour y répondre. Vous avez pour cela deux choix, soit le chat qui, je pense, est actif, ou le module questions-réponses. C'est le petit module Q&R que vous avez en bas au milieu de votre écran de l'application Zoom normalement. Alors, en attendant que prépariez vos questions, on en a déjà une. Euh, Parle-t-on aussi de dénutrition pour un enfant obèse dont la courbe de poids stagne, change de couloir inférieur lors d'une prise en charge de son obésité? Alors, bah, tout dépend du contexte. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche de gestion de l'obésité, on va évidemment mettre en place des mesures de façon à réguler ça. Mais l'objectif chez les enfants en situation d'obésité, c'est d'avoir un poids qui stagne, qui ne progresse pas, mais qui ne baisse pas non plus, parce que bah, si on diminue le poids de façon trop importante, on va avoir aussi une perte de taille. Enfin, pas une perte de taille, pardon, mais un arrêt de la croissance en taille. Donc ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Les objectifs en situation d'obésité, c'est que le poids se maintienne et que l'enfant continue de grandir, ce qui va faire que l'index de masse corporelle va diminuer. Donc ça, c'est l'objectif. Par contre, si c'est pas voulu, si c'est pas souhaité, ben, il faut aller chercher une étiologie, voir ce qui se passe, parce qu'on peut effectivement être dénutri et obèse en même temps. Une autre question, où trouve-t-on les courbes de poids pour le handicap? Alors, ces courbes-là, elles sont facilement trouvables sur Internet. Euh, si on tape handicap, courbe stature pondérale GMFCS, donc en fonction du niveau d'autonomie, on les trouve très facilement sur Internet. Donc, c'est facilement trouvable. Une autre question, les solutions contre la dénutrition sont-elles valables en Afrique, surtout dans le cas d'une malnutrition? Ce qu'on peut proposer en fait, la situation dans les pays d'Afrique, alors tout dépend du pays d'Afrique et du niveau de dénutrition endémique du pays. C'est vrai que on est plus dans ces pays-là dans une démarche de médecine humanitaire dans lesquelles ben, on va plutôt agir quand il y a un risque de décès par rapport à nous qui avons plus de moyens et qui décidons sur des arguments ben, beaucoup plus, enfin, avec des seuils beaucoup plus élevés. Euh, En termes de prise en charge, il y a aussi un accès difficile à la nutrition entérale dans ces pays-là. Donc, ça repose beaucoup sur les compléments nutritionnels type Plum Peanut. Et donc, l'attitude n'est pas forcément la même, mais parce que ça dépend évidemment des moyens disponibles, même si voilà, il y a des choses qui sont mises en place, évidemment. Donc, la situation est un petit peu différente en pratique. Avez-vous d'autres questions, mesdames, messieurs? C'est sur le petit module Q&R, je le rappelle, qui se situe en bas au centre de l'application Zoom, à côté du partage d'écran ou des sous-titres. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier. À vous remercier aussi, Arnaud Deluca,
pour cet échange. Ah, si, on a une autre question. Avons-nous connaissance de la prévalence des TCA de type ARHD ou des troubles de l'oralité dans le cadre de la dénutrition infantile et de quelle façon la prise en charge est-elle modulée lorsqu'ils sont présents? Alors, RFID, pardon. oui, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, les ARFID, c'est des enfants qui sont évitants et restrictifs dans leur alimentation, mais sans dimension de contrôle du poids comme on peut avoir dans l'anorexie mentale. Il y a quand même beaucoup de facteurs psychologiques à ça. Et donc, voilà, c'est une prise en charge effectivement assez particulière où on va essayer de marier la difficulté à manger des aliments qui participent à l'équilibre alimentaire et donc avoir un état nutritionnel qui soit suffisant. C'est vrai qu'on peut avoir recours chez ce type de patient à la nutrition entérale, pour laquelle il ne faut pas avoir trop d'hésitation sans doute. Mais voilà, c'est une situation assez particulière. En termes de prévalence, c'est très difficile à savoir parce que ça reste assez flou. Même dans la définition, on peut mettre des choses assez différentes. Euh, voilà, on tourne certainement sur des populations inférieures à 1%, hein, mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui doit être pris en charge de façon pluridisciplinaire, pas uniquement nutritionnelle, hein. Donc c'est à la fois psychiatrique, comportemental, avec de l'orthophonie, voire de l'ergothérapie, c'est des choses multidisciplinaires. Chose qu'on retrouve aussi dans les troubles de l'oralité. Alors, quand on dit troubles de l'oralité, c'est sûrement troubles de l'oralité alimentaire que j'entends, où là, les facteurs de risque sont les hospitalisations prolongées, les pathologies chroniques et des choses comme ça. Là, la fréquence, elle est aussi faible, mais ça, je ne suis pas capable de donner de chiffres précis. La prise en charge, elle, va beaucoup axer sur l'orthophonie, l'ergothérapie, de façon à mieux accepter les morceaux, mieux accepter les différents types d'aliments, et de façon à progresser sur l'alimentation. Et là, on sait que quand on met une nutrition entérale par sonde nasogastrique, ça va être un frein au progrès, mais quand on est obligé de le faire, on le fait. Donc on va plutôt à tolérer un seuil de dénutrition un peu plus élevé avant d'agir, enfin une dénutrition un peu plus avancée avant d'agir en nutrition entérale et on va facilement aller vers une gastrostomie qui va moins gêner la sphère orale et donc les progrès sur l'oralité. Une autre question, comment prévenir ou soigner la malnutrition aiguë sévère chez les enfants? Alors, la prévention, ben, ça passe par le suivi, donc d'avoir vraiment des points réguliers sur les courbes de croissance et de façon à réagir euh, lorsqu'on a un infléchissement, repérer toutes les maladies chroniques notamment qui peuvent euh, agir donc sur cette croissance de façon à pouvoir les traiter. Et donc là, c'est vrai que je suis allé très rapidement sur les traitements. Mais en premier lieu, ben, si les prises alimentaires sont plus faibles, mais pas complètement, enfin pas trop basses, je veux dire, on va aller sur le conseil alimentaire d'enrichissement, de fractionnement. On va pouvoir proposer des compléments éventuellement. Et puis, si la dénutrition est le plus marquée avec des prises alimentaires vraiment insuffisantes, c'est là qu'on va se tourner vers la nutrition entérale et très rarement vers la nutrition parentérale lorsque la situation fait que le tube digestif n'est pas fonctionnel. Une autre personne vous demande de revenir sur le calcul des objectifs nutritionnels. Oui, alors peut-être que je peux remettre la diapo, ça sera plus simple. On va faire ça. Alors, c'était celle-ci. Voilà. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment calculer l'index de Waterloo, ici même. Et donc, ça nous sert à avoir quel est le poids attendu pour la taille. C'est-à-dire qu'on se place sur le poids moyen euh, pardon, la taille moyenne. Donc, c'est un enfant de 115 centimètres. Sa moyenne, elle croise ici. Donc, vous voyez, 115 centimètres, on va jusqu'à ce que on croise la moyenne. Et ensuite, on regarde quel poids moyen ça représente. Et donc ça, dans notre exemple, c'était donc 20 kilos.
Et puis vous avez la roulette de Dédé qui permet aussi d'avoir ce poids attendu pour la taille avec les tailles qui sont tout autour. Donc on tourne la roulette pour avoir la taille correspondante et ça nous donne cette référence de poids pour calculer les objectifs. Et les objectifs, eh bien c'est ceci, c'est-à-dire que donc de 0 à 10 kilos, on va multiplier par 100 kilocalories. Donc un enfant de 6 kilos, ça sera 6 fois 100 calories, 600 calories. Et quand on va dépasser 10, entre 10 et 20, on va rajouter 50. Donc un enfant de 15 kilos, ça va être 100 fois 10, donc 1000. Et 5 kilos à 50, ça fait 250. Donc ça fera un total à 1250. Et là, quand on dépasse 20 kilos, on rajoute 20 kilocalories par kilo. Voilà. Euh, Ces diagnostics sont-ils maintenant enseignés lors des cursus infirmiers, puéricultrices, diététiciens, pédiatres? Alors, enseigner en cursus infirmier, euh, les écoles sont tellement multiples que je ne peux pas assurer que tout le monde le fasse, mais c'est censé être fait. Puéricultrice, bah, c'est une formation complémentaire d'infirmière qui s'intéresse plus spécifiquement à l'enfant. Donc là, je pense que oui. Au niveau diététique, évidemment. Et au niveau médical, au-delà de seulement la pédiatrie, ça l'est aussi dans les études de médecine, dans le module de nutrition pédiatrie. Sauf que les heures de cours sont assez limitées et que faut que les étudiants arrivent à le retenir. Le duocal est-il une poudre pouvant être utilisée pour enrichir? Alors, l'enrichissement, en fait, on va plutôt préférer ce qu'on a dit tout à l'heure. On a une autre question sur l'utilisation du maltodextrine, de la Oui. maltodextrine. Alors, que penser comme enrichissement lorsqu'on se questionne sur le rôle de ce produit dans les hétérocolites Mickey? Euh, Tout produit doit nécessiter une certaine prudence. Il y a certaines choses qui peuvent être euh, suspectées. Pour l'instant, dans l'association entre maltodextrine et entérocolite Mickey, elle n'est pas claire. Et donc, je pense qu'on peut continuer d'utiliser ce produit-là. La quantité est limitée. En général, on fait entre 3 et 6 cuillères parce que il faut pas oublier que si la marche est trop haute entre les ingestats initiaux et les objectifs, ça veut dire que si on doit enrichir énormément, peut-être que l'attitude n'est pas celle d'enrichir, mais plutôt de proposer une nutrition entérale. Donc ça va être ça plutôt la limite, de se dire, si la marche est trop haute entre ce que l'enfant mange et les objectifs, c'est peut-être pas l'enrichissement et le fractionnement qui est la bonne attitude, mais plutôt la nutrition entérale. Une autre participante demande quelles solutions nutritionnelles. Est-ce que les solutions nutritionnelles orales disponibles sont adaptées pour les enfants et sont satisfaisantes? Alors, je ne comprends pas bien le terme solution nutritionnelle orale, si la personne peut préciser. Est-ce qu'on parle des compléments nutritionnels oraux ou d'autres choses? Parce que si c'est les compléments pédiatriques sont adaptés, mais on ne doit pas donner un complément adulte à un enfant, parce que le niveau de protéines est trop important et pas justifié. Donc, il faut vraiment donner des compléments de gamme pédiatrique à des enfants. En d'autres Oui, termes, exactement. trop de protéines chez les adultes. Ok. D'accord. Alors, une autre question cette fois-ci dans le chat. Peut-il y avoir des conséquences sur un IMC inférieur à IOTF 18,5 ou IOTF 1, 17 sans avoir de dénutrition avérée, car manque critères étiologiques? Alors, oui, tout à fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, avant on définissait le seuil au troisième percentile de l'IMC, ce qui correspond à l'IOTF 17. C'est vrai qu'il y avait cette dimension de pouvoir être cohérent entre enfants, adultes, personnes âgées, et ça a été un élément de discussion des nouvelles recommandations. Mais c'est vrai que quand on est entre 17 et 18,5,
Dans la, il faut se questionner sur la pertinence à la fois de l'évolution de la corpulence, du critère étiologique. Et s'il n'y a pas de critère étiologique, ben, il n'y a pas de dénutrition. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la catégorie d'enfants petits mangeurs ou minceurs constitutionnels et qui ont une croissance tout à fait régulière, pour lesquels on aura beau faire tout ce qu'on veut, ils ne grossiront pas plus parce qu'ils vont réguler les choses. Il faut respecter ça. Il n'y a pas de raison de les embêter à vouloir les faire grossir absolument si c'est pas dans leur physiologie. Une autre question, dans le cadre de la renutrition, le risque de SRI est-il tout aussi présent que pour les adultes, en fonction de la sévérité de la dénutrition et de l'importance en quantité slash rapidité de la renutrition, au vu de l'importance particulière chez les enfants de sortir de la dénutrition par rapport à leur croissance? Alors, il faut rester prudent. Le syndrome de rénutrition appropriée est plus fréquent chez l'enfant. Donc, ça fait partie des facteurs de risque connus. Donc, il faut être prudent quand on renourrit un enfant. C'est jamais une urgence absolue de renourrir. Il faut corriger les troubles hydroélectrolytiques d'abord et faire ça en toute sécurité et augmenter progressivement la nutrition de façon à éviter ces conséquences-là. C'est pas parce qu'on perd, entre guillemets, quelques jours pour atteindre progressivement les objectifs qu'on va grever le pronostic du patient. Bien, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Euh, Merci à vous de votre participation. On vous remercie aussi encore une fois pour votre mobilisation du 12 au 19 novembre pour cette cinquième édition maintenant de la Semaine nationale de la dénutrition. Je le rappelle rapidement, les webinaires seront intégralement mis en ligne et accessibles bien sûr gratuitement sur la plateforme de ressources académiques de la lutte contre la dénutrition, elle-même hébergée sur le site internet du collectif de lutte contre la dénutrition, lutte contre la dénutrition.fr. On espère que eh bien, cette intervention vous aura éclairé et aura répondu à toutes vos interrogations. Merci encore, Arnaud de Lucas. Euh, et puis, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée et une bonne semaine nationale de la dénutrition. À bientôt. Bonne journée, à bientôt, au revoir.